parce qu'elle ne durait qu'une journée, parce qu'administrativement, nous aurions tout à fait pu nous en passer. Il s'agissait, si on peut dire, d'une régulation. Aux commentaires de la presse et aux interrogations de certains d'entre nous, vous avez en substance répondu, Monsieur le Président, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. De notre côté, nous y avons plutôt vu un loup, puisque selon l'expression consacrée, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Nous avons bien compris que vous vouliez marquer le coup en donnant une certaine dimension, au moins médiatique, au renforcement de votre majorité désormais absolue, cette majorité dont vous n'aviez pas besoin pour faire passer vos décisions, vous l'expériez, vous la désiriez. Alors, tout ça pour ça. Pour avoir les coups des franches, on peut l'entendre, mais à quel prix ? N'avez-vous pas pris le risque d'une archipélisation, je n'ai pas dit balkanisation, de votre majorité ? Je rappelle que dans le groupe désormais majoritaire, il y a des élus qui disent que la police tue, qu'il y en a d'autres, les mêmes parfois, qui affichent leur soutien à un parti qui, en cette funeste semaine commémorative, a beaucoup de mal à reconnaître que le pogrom du 7 octobre était un attentat terroriste et que l'État d'Israël, quoi qu'on pense de son Premier ministre, est une démocratie qui a été agressée par une organisation terroriste. Au-delà de votre volonté de travailler avec tout le monde, jusqu'à quel élargissement pensez-vous pouvoir aller? Où situez-vous le point de blocage? Sur l'agriculture, sur les mobilités, sur le mix énergétique, sur la méthanisation, sujet breton par excellence, vous n'êtes plus du tout sur un axe de convergence naturelle. Ceci dit, selon la presse, qu'il faut toujours croire, vos ambitions seraient désormais nationales et la région un tremplin destiné à les satisfaire. L'avenir nous le dira, mais revenons à cette session consacrée aux orientations budgétaires dont notre collègue et président de Commission Finances, Stéphane de Salier-Dupin, parlera précisément. Disons d'emblée que nous sommes dans une situation totalement inédite, état des finances de notre pays, gouvernance fragilisée, situation géopolitique inquiétante. Affirmer qu'aujourd'hui, comme vous le faites, il est difficile d'identifier la situation que nous connaîtrons en décembre est sage. Mais prudence n'est pas attentisme. Nous avons entendu les uns et les autres les efforts que pourraient consentir les collectivités. Si nous avons, il me semble, collectivement, la question exigeante de la contribution, de qui et de quoi parlons-nous ? Pour ce qui est des communes, la question devrait être entendue. Les communes, c'est 20% des dépenses, 7% de la dette, moins de 4% du déficit, 60% de l'investissement public. Les communes ne peuvent pas, à l'instar des régions, emprunter pour fonctionner et rendre des services à la population que l'État serait bien incapable de lui fournir. Quant aux régions dans tout ça, la situation n'est peut-être pas tout à fait la même. Est-il convenable, par exemple, mais pas par hasard, de disposer ici, à la région Bretagne, d'un service de communication de 70 personnes, source Kellen, sans compter les missions externalisées? Que font-elles exactement? De la formation nécessaire, certes, mais franchement, 70 agents, est-ce indispensable? Peut-être faudrait-il se saisir de l'occasion pour calmement examiner au moins une meilleure allocation de moyens et ne pas laisser, comme nous l'avons souvent dénoncé ici, la forme prendre le pas sur le fond. Très exigeant budgétairement, par exemple, dans la gestion bâtimentaire des lycées. N'y aurait-il pas, y compris par des moyens budgétaires, un grand intérêt à s'emparer autrement qu'à reculons du sujet santé ? Sur la santé mentale, on ne va pas faire un concours. Nous avons alerté parmi les premiers, et avant nous d'ailleurs le Césaire, sur la nécessité post-Covid de s'emparer à bras-le-corps du sujet. Comment définir le bien-vivre en Bretagne sans obstinément réfléchir à une mise en œuvre rapide de mesures? Nous étions partis du constat, souvenez-vous, et nous en avons reparlé récemment, que la région Bretagne remporte le triste record du taux de suicide le plus élevé chez les jeunes, aux côtés de la Normandie et des Hauts-de-France. Sur le podium, c'est une tragédie. Vous avez noté que le Premier ministre a déclaré la santé mentale cause nationale. Attendons avec un a priori de confiance, mais n'attendons pas les annonces pour y contribuer.
Nous avons demandé ici depuis très longtemps que soit auditionnée la directrice de l'Agence régionale de santé ou bien installer un groupe de travail. Vous n'aviez pas accepté notre proposition alors que cette directrice est d'ailleurs apparue à plusieurs d'entre nous très à l'écoute. Finalement, enfin, vous allez mettre en place un groupe de travail, soit. Autre sujet, l'agriculture, parce que c'est l'ADN de la Bretagne, corne d'abondance. Mais pour finir, quelle agriculture voulez-vous ? Connaissant les divergences profondes au sein même de votre désormais majorité entre les départs, les retours et les portes qui claquent, jusqu'à quel point allez-vous fléchir vos orientations ? Il y a là quelque chose qui nous interroge. Quelle place allez-vous céder au dogme, à l'écologie politique pour vous assurer des voix ? La Bretagne mérite et exige une position claire qui dépasse le clivage réducteur entre productivistes, vous savez les méchants de droite, et les décroissants, les progressistes de gauche, porteurs d'une idéologie anticapitaliste et quasi mystique. Oui, il faut parler de production, il faut parler de compétitivité, il faut parler de traçabilité, par exemple dans la restauration collective, où la traçabilité de la volaille n'est pas au rendez-vous. Il faut parler de souveraineté, il faut parler d'exportation. Lorsque nous échangeons avec certains d'entre vous, nous pensons avoir affaire à des gens raisonnables, mais d'un autre côté, vous financez à grands frais The Shift Project et son grand prêtre, M. Jancovici, prêt à exercer une dictature verte au motif d'une prétendue suprématie scientifique. Alors, boussole ou girouette ? Enfin, un motif objectif d'inquiétude. Notre pays et la Bretagne n'y échappent pas, rentrent dans un hiver démographique. Il n'y a plus de bébés. Parallèlement, nous attendons 400 000 habitants supplémentaires. Autrement dit, nous sommes en train de prendre un virage que nous maîtriserons plus ou moins suivant les décisions qu'ici nous prendrons. Nous sommes en train d'assister à l'éviction de toute une jeune génération des bandes littorales qui, s'ils peuvent et doivent y travailler, ne peuvent plus y habiter. Alors même que, par exemple, selon l'Observatoire de la métallurgie, les formations professionnelles ne couvrent que 50% des besoins en recrutement demain, devrons-nous assister à une gentrification de la ruralité et nous satisfaire d'une économie résidentielle, cadres télétravailleurs, néo-ruraux, retraités fortunés? Doit-on accepter l'invisibilisation des populations rurales qui souhaitent, selon l'expression, travailler et vivre au pays? À cela, quel bien vivre en Bretagne proposez-vous? Alors, avec ou sans loup, il y a donc quelques pièges, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas de pire piège que celui qu'on se tend à soi-même. Mais un rendez-vous essentiel, celui avec les Bretons qui attendent de nous qu'on s'intéresse à l'essentiel, c'est-à-dire leur vie quotidienne, du quotidien encore et toujours. Je vous remercie. Merci Madame. Monsieur Sely-Dupin. Monsieur le Président, et chers collègues, nous avons été tellement